Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer notre cours de communication nerveuse. Donc, je veux rappeler que dans la séance précédente, on a étudié le potentiel de repos. Donc, on a conclu qu'il s'agit de différence de charge de part et d'autre de la membrane. On a mis en évidence aussi la potentiel d'action à partir de cette expérience, bien sûr. Donc, on fait obtenir deux enregistrements. Donc, le premier enregistrement, on l'obtient lorsqu'on a mis les deux électrodes réceptrices à la surface de l'axon. Donc, on obtient un potentiel d'action qui est diphasique. Et lorsque l'un de ces deux électrodes les deux électrodes réceptrices, l'un de ces électrodes réceptrices, on l'a forcé à l'intérieur de l'axon, donc on obtient un enregistrement de potentiel d'action monophasique. Donc, comme remarque, les deux enregistrements en fait, ils représentent la même activité nerveuse. La seule différence, c'est la position des deux électrodes qui a nous donné cette différence de potentiel. Donc, on a aussi constaté l'origine de potentiel de repos à partir de cette expérience. Donc, on a constaté qu'il y a une différence de concentration des ions Na plus et K plus du part et d'autre de la membrane. Donc, les ions qui ont une concentration qui est très élevée dans le milieu extracellulaire, ils tendent à entrer à le milieu intracellulaire, donc par le phénomène de diffusion, et vice-versa. Donc, c'est le cas de Na+. Donc, puisqu'on a une grande concentration de Na+, à l'extérieur, à le milieu extracellulaire, donc elle va entrer à l'intérieur où sa concentration est très faible, et tandis que K+, elle va sortir du milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc, comme vous savez, si ce phénomène est continu comme ça, sans l'intervient d'autres phénomènes, on aura un équilibre des charges de part et d'autre de la membrane. Donc, il faut garder cette différence de concentration pour garder le potentiel de repos. Donc, c'est sûr et certain, il y a un autre phénomène qui va garder ou qui va rétablir cette différence de charge de part et d'autre de la membrane. Donc, on va voir le mécanisme qui permet le maintien de ce potentiel de repos. Donc, pour déterminer le mécanisme qui permet le maintien de potentiel de repos, on utilise un accent géant du calmar chargé en Na+, radioactive. On mesure alors l'apparition de la radioactivité dans le milieu extracellulaire en conditions normales, comme il est représenté dans la figure 1, on va le voir. Puis on ajoute les molécules suivantes. DNP, qui est le 2,4-dinitrophénol. C'est une substance en fait qui inhibe la synthèse d'ATP. Et on ajoute aussi l'ATP comme source d'énergie cellulaire. Donc, voilà la première expérience. On a, comme il est montré dans la première figure. Donc, la première figure, comme vous voyez, est représentée la sortie de Na+ radioactive en fonction de temps. Donc, en effet, dans cette expérience, on a mis un accent qui est radioactif dans une solution de liquide d'orange. Donc, le liquide d'orange, c'est un liquide qui est physiologique. Donc, on a mis un accent dans ce liquide. Et on a suivi la sortie de Na+ radioactif. Donc, comme vous voyez, il y a une sortie de Na+ qui est importante, qui est constante de la valeur 50 coups par minute. Donc, après, lorsque on met ce accent à un autre milieu qui est 100 K+, donc comme vous voyez, il y a l'absence
de sortie de Na+ radioactif de accent. Donc, lorsque on prend aussi pour la deuxième fois cet accent, on la met dans un autre milieu qui est dans les conditions normales, on a la sortie normale de Na+ radioactive. Donc, pour la figure 2, donc cette fois-ci, on a ajouté le DNP, qui est une substance qu'on a dit qu'il inhibe l'ATP. Donc, comme on a vu, donc, dans la condition normale, il y a la sortie de Na+, donc il n'y a pas de variation. Donc, mais lorsqu'on a ajouté le DNP, donc comme vous remarquez, il y a une diminution de la sortie de Na+ radioactive. Donc, après, lorsqu'on a remis cet accent à un autre milieu qui est dans la condition normale, on a la reprise de la sortie de Na+ radioactive. Donc, pour la troisième figure, donc toujours dans la condition normale, on a la sortie normale de Na+ radioactive de l'accent vers le milieu extracellulaire. Mais lorsque on ajoute, donc dans cette expérience, on a toujours la première molécule qui est le DNP, mais cette fois-ci, on a ajouté de concentrations différentes de ATP. Donc, on a ajouté 1 millimole d'ATP en premier temps. Donc, vous voyez que lorsqu'on l'ajoute, on a une faible augmentation de la sortie de Na+ radioactive. Mais dans la deuxième fois, lorsqu'on ajoute ATP avec une concentration qui est importante de 6 millimoles, on a une augmentation de la sortie de Na+ radioactive. Donc, on constate bien sûr que l'ATP est très important pour la sortie de Na+ de l'accent vers le milieu extracellulaire. Donc, comme on a déjà vu, donc la figure 1, pour la figure 1, c'est l'accent rempli de Na+ radioactive et prolongé dans un milieu qui est dépourvu de ion K+. Le flux sortant de Na+ s'arrête, donc la sortie de Na+ dépend de la présence d'ion K+ dans le milieu extracellulaire. Donc, comme on a déjà vu dans la figure 1, donc lorsqu'on met un accent dans un milieu qui est dépourvu de K+, donc le flux de Na+, il s'arrête. Donc, lorsqu'on le remet dans un milieu dans les conditions normales, on a le reprend de la sortie de Na+. Pour les figures 2 et 4, si l'accent rempli de Na+ radioactive est prolongé dans un milieu qui contient du DNP, le flux sortant de Na+ s'arrête, donc la sortie de Na+ est un phénomène actif. L'adjonction d'ATP au milieu contenant de DNP provoque une reprise de la sortie de Na+. Donc, comme on a déjà vu, donc lorsqu'on ajoute DNP qui inhibe l'ATP, donc la sortie ou le flux sortant de Na+ s'arrête. Lorsqu'on l'a repris, lorsqu'on la remet dans un milieu qui est en condition normale, donc on a la reprise de la sortie de Na+. Donc, on constate que la sortie de sodium nécessite de l'ATP et la présence des ions K+. Il s'agit donc d'un mécanisme de transport actif et on peut penser qu'il s'agit de la pompe Na+K+. Donc, puisque dans l'expérience, on a vu que la sortie de Na+ de l'accent vers le milieu extracellulaire, donc, il nécessite d'ATP et aussi il nécessite la présence de K+. Donc, par conséquent, il y a un mécanisme de transport actif qui nécessite bien sûr l'ATP. Donc, on peut mettre comme hypothèse qu'il s'agit d'une pompe Na+K+. Donc, voilà un schéma qui représente les phénomènes ioniques expliquant le potentiel de repos. On a deux phénomènes qui ont se déroulé dans la potentielle ou qui maintenu cette potentielle de repos. Donc, on a
les transports passifs qui font bien sûr les échanges entre les Na plus et K+, qui sont passifs, donc ils ne nécessitent pas d'énergie. Donc, le transport Na, les canaux ioniques Na+, ils vont transporter Na+, de milieu extracellulaire où il y a une forte concentration de Na+, vers le milieu intracellulaire où sa concentration est faible, alors que les canaux ioniques K+, ils vont transporter K+, de milieu intérieur vers l'extérieur. Sont des transporteurs qui ne nécessitent pas d'énergie. Donc, si ces canaux ils continuent cette processus, on aura un équilibre. Donc, il vient autre phénomène qui va rétablir la différence de concentration des ions de part et d'autre membrane. Donc, c'est la transport active, donc qui est déroulée par un pompe pompe Na plus K+. Donc, cette pompe, elle va pomper Na+, 3 molécules de Na+, de milieu intracellulaire vers l'extracellulaire et va faire entrer 2 molécules, 2 ions en fait de K+, de milieu extracellulaire vers l'intracellulaire, bien sûr, en utilisant l'ATP, puisqu'il s'agit d'un phénomène qui est actif. Et comme ça, on a le maintenir d'une concentration de Na plus et K+, qui est différent de part et d'autre de la membrane. Donc, on va maintenant étudier ou voir quelle est l'origine du potentiel d'action cette fois-ci. Donc, pour déterminer l'origine du potentiel d'action, on porte une stimulation efficace sur l'action et on mesure en fonction du temps la variation de la perméabilité des ions Na+, et K+. Donc, essayez d'analyser les courbes et établir la relation entre les variations de la perméabilité membranaire aux ions Na+, et K+. Donc, faites, s'il vous plaît, une pause aux vidéos. Essayez d'analyser cette courbe et après, on va voir l'analyse et qui est la relation entre Na+, et K+, et la potentiel d'action. Donc, si vous faites une analyse, vous voyez que, premièrement, cette courbe, il représente une variation de DDP et perméabilité membranaire de Na+, et K+, en fonction de temps. Donc, lors d'une stimulation qui est efficace, donc on parle d'une stimulation, on parle en fait d'une stimulation efficace lorsque le DTP a atteint le seuil d'excitation, le seuil de stimulation qui est de moins 50 millivolts. Donc, dans ce cas, il y a le déclenchement de potentiel d'action et qui commençait par une dépolarisation. Donc, avant toute stimulation, on a une membrane qui est dans le potentiel de repos, qui est moins 70. Donc, après la stimulation, on a, donc bien sûr, lorsque le DTP atteint le seuil qui est moins 50, on a le déclenchement d'une dépolarisation, comme on a déjà vu, qui s'attend de moins 70 jusqu'à plus 30. Donc, la dépolarisation, comme on a observé dans ce courbe, on a en fait, elle est parallèle avec, où il y a accompagné d'une augmentation de perméabilité de Na+, avec une stabilité plus ou moins de perméabilité aux ions K+. Après, on a une phase de repolarisation qui est caractérisée par une diminution de potentiel d'action, bien sûr avec une diminution de la perméabilité membranaire aux ions Na+, qui est progressive, avec bien sûr une augmentation de la perméabilité membranaire aux ions K+. Après, dans la phase de hyperpolarisation, on a les ions
Na+, on n'a pas une perméabilité aux ions Na+, alors que pour la perméabilité aux ions K+, on a une diminution qui est lente aux ces ions, ou la perméabilité pour ces ions. Donc, avec le temps, donc après 5 millisecondes, on a retour à la normale qui est la potentielle de repos. Donc, on voit, pour comprendre en fait ce mécanisme de variation de la perméabilité des ions, on va voir ce qui se passe au moment de potentiel d'action. Donc, premièrement, on a un potentiel de repos qui représente la phase AB. Donc, dans la phase AB, la perméabilité de la membrane vis-à-vis des ions Na+, K+ reste stable, comme vous voyez. Donc, dans cette phase, on a une stabilité ou perméabilité aux ions Na+, K+. Dans la phase BC, donc, on a une dépolarisation qui est caractérisée par l'ouverture des canaux à voltage dépendant Na+, et l'entrée massive, bien sûr, des ions Na+. Donc, les canaux à voltage dépendant Na+, sont des canaux qui dépendent, comme leur nom indique, sont des canaux qui dépendent au flux nerveux, donc il dépend à la stimulation. Donc lorsqu'on a une stimulation, ces canaux s'ouvrent, donc le flux nerveux active ces canaux. Donc on ne peut pas avoir l'ouverture de ces canaux sans stimulation. Donc après on a la phase de repolarisation qui est la phase CD, qui est caractérisée par la fermeture rapide des canaux Na+. Donc, ce qui explique la diminution de la perméabilité membranaire aux ions Na+ dans la courbe. Donc, et l'ouverture de canaux à voltage dépendant K+, et la sortie des ions K+. Donc, c'est pourquoi on fait dans cette phase une augmentation de perméabilité membranaire aux ions K+. C'est parce que on a une ouverture de ces canaux. Donc après vient la phase de hyperpolarisation, c'est la phase DEF, donc qui est caractérisée par une fermeture lente des canaux K+, et poursuite de sortie de K+. C'est pourquoi on a une diminution lente, comme vous voyez dans la courbe, on a une diminution lente de perméabilité membranaire au K+. Donc, cette diminution lente s'explique par une fermeture lente des canaux K+, parce qu'on a une poursuite de sortie de K+. Donc, et la phase finale est le retour au potentiel de repos par l'intervention, bien sûr, des pompes Na+ et K+. Pour résumer les phénomènes de potentiel d'action et potentiel de repos, on a un schéma récapitulatif. De droite à gauche, on a deux canaux ioniques. Le premier canal cible le passage de Na+ de milieu extracellulaire où il y a une forte concentration de Na+, vers le milieu intracellulaire où sa concentration est très faible. Et on a un autre canal ionique responsable de faire passer le K+ de milieu intracellulaire où sa concentration est très élevée vers le milieu extracellulaire où sa concentration est très faible. Donc ces canaux ne nécessitent pas d'énergie, donc sont des canaux qui sont passifs. On a aussi autre canal qui est le pompe en fait, et il s'agit d'une pompe Na+, K+. Donc cette pompe, elle fait passer Na+ de milieu intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc elle fait passer 3 Na+ à l'extérieur de l'axon et fait entrer 2 ions K+ à l'intérieur de l'axon en utilisant bien sûr l'ATP. Donc c'est un phénomène, donc il est responsable d'un phénomène qui est actif. Donc grâce à cette pompe, on garde en fait la répartition inégale des ions Na+ et K+ de part et d'autre de la membrane, et par conséquent on garde la potentiel de repos.
Donc, cette fois-ci, on va passer des autres canaux qui ont des canaux voltage dépendants. Donc, ces canaux, en fait, ils dépendent de voltage. Donc, sont des canaux qui sont responsables de potentiel d'action. Donc, lors d'une stimulation efficace, le flux nerveux, la stimulation, elle va activer les canaux. Elle va premièrement activer les canaux Na+. Donc, ils vont s'ouvrir et laissant passer le Na+, du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, donc qui va nous donner la dépolarisation. Et après, bien sûr, K+ est toujours fermé dans la phase de dépolarisation. Donc, dans la phase de repolarisation, on a une fermeture rapide de Na+, et ouverture des canaux K+. Et donc, on aura un flux sortant de K+, donc, qui va nous donner bien sûr la repolarisation. Après, on aura dans la phase de hyperpolarisation une fermeture lente des canaux K+. Donc, cette fermeture des canaux K+, qui est lente, elle va nous donner bien sûr la phase de hyperpolarisation. Et après, elle intervient aussi la pompe Na+. Elle va intervenir la pompe Na+, K+, pour la retour à la potentielle de repos qu'on a déjà vu. Donc, la pompe Na+, K+, elle est essentielle pour la retour à l'état initial et la retour à un potentiel de repos qui est égal à moins 70. Maintenant, nous allons aborder le troisième chapitre qui concerne la structure tissulaire de la communication nerveuse, c'est-à-dire la structure de tissu nerveuse. Donc, on a choisi un organe du système nerveux central qui est la moelle épinière. Donc, on a fait une coupe transversale. Donc, on fait s'agir d'une observation microscopique d'une coupe transversale réalisée au niveau de la moelle épinière. Donc, comme vous voyez, la moelle épinière est constituée par le méninge, le méninge, qui est une enveloppe, qui en fait comme une enveloppe ou une paroi qui entoure la moelle épinière et le protège. Donc, elle est constituée aussi par une substance blanche, aussi par un canal céphalorachidien et par une substance qui est gris, qui est au centre de la moelle épinière. Donc, on va maintenant détailler dans la structure blanche et la structure gris. On va commencer par la structure gris. Donc, comme vous voyez, c'est une vue microscopique de la substance grise. Donc, comme vous voyez, il est constitué par le corps cellulaire. Le voilà, donc, voilà le corps cellulaire. Donc, constitué par le cytoplasme, qui est à l'intérieur de la corps cellulaire. Elle est constituée aussi donc par le noyau, qui est numéro 3, et aussi par les dendrites, donc voilà, et aussi par l'axone, qui est le prolongement du corps cellulaire. Et pour la substance blanche, donc il est en fait, comme vous voyez dans cette vue microscopique de la substance gris, de la substance plutôt blanche. Donc vous voyez, il est constitué par un accent qui est le point qui est indiqué comme des points noirs, et les gaines de myéline qui entourent. Donc les gaines de myéline sont de nature lipidique, donc elles entourent en fait l'axone et a un rôle dans la propagation des vitesses, propagation des flux nerveux. Donc maintenant, on va faire une zoom à la limite entre la substance blanche et gris. Donc comme vous voyez, voilà la substance gris et voilà la substance blanche. Donc on fait
la substance, on a des accents qui ont des prolongements des substances grises dans la substance blanche. Donc, on peut dire que la substance blanche est un prolongement de la substance grise. Donc, dans la substance grise, on trouve des corps cellulaires et dans la substance blanche, on trouve des accents. Donc, il y a une continuité entre la substance grise et la substance blanche. L'accent qui part du corps cellulaire dans la substance grise se prolonge dans la substance blanche et s'entoure d'une graine de myéline. Donc maintenant, on va voir la structure du nerf. Donc, on a déjà vu dans la séance précédente, mais on va détailler cette fois-ci. Donc, le nerf est constitué en fait par plusieurs faisceaux. Donc, il est constitué par plusieurs faisceaux de fibres nerveuses. Il est constitué aussi par un tissu conjonctif et des vaisseaux sanguins. Donc, les tissus conjonctifs, donc le voilà. Donc, elle solidarise les faisceaux de fibres nerveuses. Donc, elle assemble en fait tous ces faisceaux. Donc, voilà. Donc, on va maintenant faire un zoom sur une faisceau de fibres. Donc, lorsqu'on fait une observation d'une coupe microscopique d'un faisceau de fibres nerveuses, donc on voit qu'elle est constituée, donc on a déjà vu de ces structures, donc elle est constituée un faisceau de fibres nerveuses. Elle est constituée par des fibres nerveuses. Ces fibres nerveuses, elle est constituée par des axons et les axons sont entourés par des gaines de myéline. Donc voilà le tissu conjonctif. Donc le gain de myéline qui est représenté en couleur blanche. Donc aussi l'accent qui est représenté en noir. Donc maintenant, on va voir la structure de la fibre nerveuse. En fait, on a deux types de fibres nerveuses. On a les fibres nerveuses qui sont myélinisées et on a ceux qui sont amyélinisées. Donc voilà la différence. Donc comme vous voyez, lorsqu'on fait une différence ou une comparaison entre la fibre A et fibre B, donc la fibre A en fait c'est une fibre qui est amyélinisée et la fibre B, elle est en fait myélinisée. Donc, comme vous voyez, la différence entre les deux, c'est la présence des gains de myéline. Donc, voilà les fibres 1. Qu'on a sont des fibres nerveuses périphériques, bien sûr, amyélinisées. Donc, on a l'absence des myélines. On va voir quel est le rôle de gain de myéline. Pourquoi on a le gain de myéline entoure les axons. Donc voilà une vue microscopique d'une fibre nerveuse myélinisée. Comme vous voyez, donc 1, elle représente l'axon, c'est qui est au milieu. Donc on a les myélines qui entourent les axons. Donc le 3, c'est la cellule de Schwann. Donc les cellules de Schwann sont des cellules qui sont responsables de la production de gains de myéline ou de synthèse de gains de myéline. Donc, bien sûr, on le trouve sur les axons parce qu'ils vont synthétiser ou fabriquer les gaines de myéline qui vont entourer, bien sûr, les axons. Donc, 4, elle représente le nœud de Ranvier. Donc, entre chaque myéline et autre, on a une nœud de Ranvier qui sépare les deux. La myéline sur les fibres nerveuses myélinisées est discontinue. Elle est absente au niveau de nœud de Ranvier. Donc, comme vous voyez ici, donc au niveau de nœud de Ranvier, on a l'absence de myéline. Donc, on parle donc des myélines qui est discontinue sur les fibres nerveuses. Bien sûr, donc on n'a pas une continuité de myéline sur les axons. Donc, on n'a pas un axon qui est entouré totalement par les myélines, mais on trouve une discontinuité. Donc, on a myéline discontinue au long de l'axon.
La myéline qui entoure les axons est synthétisée par la cellule de Schwann. Donc, on a déjà dit que les cellules de Schwann, elles vont synthétiser ou fabriquer la myéline. Donc, voilà une bilan, donc voilà une bilan de tout ce qu'on a vu concernant les tissus nerveux. Donc, voilà une nerf. Donc, une nerf est constituée par un ensemble des faisceaux de fibres. Donc, ces faisceaux de fibres sont solidarisés par un tissu conjonctif. On a aussi la présence des vaisseaux sanguins. Et aussi, chaque faisceau de fibres contient plusieurs fibres qui peuvent être myélinisées ou amyélinisées, mais la plupart des cas, on trouve des fibres myélinisées, donc il est très abondant. Donc voilà la structure d'un neurone. Donc comme vous voyez, la partie de corps cellulaire, on le trouve dans la substance grise. Donc la première partie de l'axon, donc qui est le prolongement de la corps cellulaire, on le trouve dans la substance blanche. Donc la deuxième partie de l'axon qui est myélinisé, on le trouve dans les nerfs et la terminaison nerveuse de l'axon, on le trouve dans les organes. Donc le corps cellulaire avec ses ramifications compris l'axon et l'arborisation terminale, c'est-à-dire la termination nerveuse, donc constitue une cellule nerveuse dite neurone qui l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Donc un neurone, il s'agit bien sûr d'une cellule nerveuse, donc on dit une cellule nerveuse ou neurone. Donc bien sûr c'est l'unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. Donc voilà. Maintenant, on va entamer les propriétés de la fibre nerveuse. On va commencer par la première caractéristique qui est l'excitabilité. Donc on applique à un nerf et une fibre nerveuse une série de stimulations à intensité croissante, donc de I1 jusqu'à I5. Donc on a pris un nerf et une fibre nerveuse. Donc on a appliqué une série de stimulations à intensité croissante, c'est-à-dire on a commencé par une stimulation à intensité les plus faibles vers une stimulation à l'intensité le plus fort. D'accord? Donc c'est une série de stimulations à intensité croissante. Donc on a obtenu pour le fibre nerveuse le premier enregistrement A et pour le nerf on a obtenu l'enregistrement B. Donc essayez de comparer les deux enregistrements. Donc, comme vous voyez, à l'intensité E1, on n'a pas une réponse, donc on n'a pas un potentiel d'action. Donc ici, on parle d'une réponse qui est infralaminaire, c'est-à-dire on n'a pas, donc le DTP n'atteint pas le seuil de stimulation qu'on a déjà dit, donc n'atteint pas la rhéobase. Donc la rhéobase, c'est le seuil au-delà de cette seuil, on n'a pas au-dessous plutôt de cette seuil, on n'a pas une réponse. Donc, on n'a pas une licence d'un potentiel d'action. Donc, comme vous voyez, I1, donc c'est une réponse qui est infraliminaire, donc il est inefficace. Donc, pour I2, on parle d'une seuil d'excitation qui est le rhéobase. Donc, à I2, elle représente le seuil d'excitation parce que à partir de I2, comme vous voyez ici, à partir de I2, on a une réponse, soit pour l'enregistrement A, soit pour l'enregistrement 2. Donc à partir de I2, on a une réponse, mais ça dépend de la réponse, ça diffère de fibre nerveuse à le nerf. Donc, mais on a, en général, on a une réponse. Donc, elle représente le seuil d'excitation. Donc, c'est le rhéobase. Donc, on parle d'une excitation supralaminaire ou efficace. Donc, ici, on a une
excitation qui est efficace, qui donne une réponse. Donc, qui donne une potentiel d'action. Donc, voilà pour la fibre. Donc, comme vous voyez, même si l'intensité de l'excitation augmente, donc voilà. Donc, regardez l'enregistrement. Donc, même l'intensité de l'excitation augmente, l'amplitude de potentiel reste constante. Donc, vous voyez que malgré on a augmenté l'intensité, donc on a des intensités qui sont différentes, qui sont croissantes. Donc, on a augmenté l'intensité, mais malgré ça, on a la même amplitude. Donc, on parle ici de la loi de tout ou rien. Donc, soit on a une réponse, soit on n'a pas une réponse. Ou bien sûr, de même amplitude. D'accord? Parce que on a déjà vu que la potentielle d'action a une amplitude de moins 70 jusqu'à plus 30. Donc, on ne peut pas obtenir une amplitude qui est plus grande ou plus petite que ça. Donc, c'est la même amplitude, mais on parle de la loi de tout ou rien parce que si vous comparez I1 avec I2 et les autres, donc I1, on n'a pas, au-dessus de la rhéobase, on n'a pas une réponse. Mais une fois on a DTP qui arrive à la rhéobase ou le seuil de stimulation, donc on a une potentiel d'action, on a une réponse. Donc ici, on parle de la loi de tout ou rien. Soit on a une réponse, donc si le DTP, si cette stimulation il est efficace et le DTP est arrivé à le seuil, donc on a le déclenchement d'un potentiel d'action. S'il n'arrive pas à le seuil, on n'a pas un potentiel d'action. Donc on parle de la loi de tout ou rien. Donc pour le nerf, donc plus que l'intensité de l'excitation augmente, l'amplitude de potentiel d'action augmente. Quand vous voyez, donc regardez l'enregistrement, vous voyez que plus on augmente l'intensité, plus que l'amplitude de potentiel d'action il augmente. Donc c'est logique parce que dans le nerf, il est composé de plusieurs fibres nerveuses. D'accord? Donc le nerf est composé par plusieurs fibres nerveuses. Donc, qui dit plusieurs fibres nerveuses, il dit plusieurs types de fibres à différentes rhéobases. C'est-à-dire, donc AI1, c'est le même cas pour le fibre, donc c'est une stimulation qui est inefficace, donc il ne donne pas une réponse. À partir de I2, on a une réponse, mais de faible amplitude, comme vous voyez. Donc, I2, il représente les catégories ou les types de fibres nerveuses qui ont un rhéobase faible. Donc, ils répondent, dans cette catégorie de fibres nerveuses, ils répondent à une faible stimulation. Donc, ils ont une faible rhéobase. Donc, une faible limite d'excitation. Donc, c'est facilement, ils nous donnent une réponse facilement parce que à une faible intensité, ils nous donnent une réponse. Donc, pour I3, il représente les catégories ou les types de fibres nerveuses qui ont, bien sûr, un rhéobase qui est plus élevé un peu. Donc, bien sûr, il nous donne une réponse à une certaine amplitude. Donc, comme vous voyez, plus on augmente l'intensité, plus on a une grande amplitude, mais pour E5, c'est la même amplitude que I4. Donc, E5, plutôt c'est E4, représente la dernière type des types de nerveuses, des fibres nerveuses. Donc, en fait, c'est la réponse maximale. On ne peut pas avoir une amplitude plus grande que ça. Donc, c'est la réponse maximale, elle représente la catégorie ou les types des fibres nerveuses qui ont la plus grande rhéobase. Donc, c'est la réponse maximale. Donc, plus que l'intensité d'excitation augmente, l'amplitude de potentiel d'action augmente jusqu'à atteindre I4, comme on a dit. Au-delà de l'intensité I4, même si l'intensité d'excitation augmente, l'amplitude du potentiel d'action demeure constante. On dit que le nerf est soumis à la loi de recrutement. Donc voilà, on dit que le nerf soumis à la loi de recrutement parce qu'à chaque fois, il recrute une nouvelle catégorie
ou un nouveau type de fibres nerveuses. Donc maintenant, on va passer à la deuxième caractéristique qui est la conductibilité. Donc, pour mettre en évidence les facteurs agissent sur la vitesse de propagation des messages nerveux au niveau de la fibre nerveuse, on propose le tableau suivant. Donc, comme vous voyez, on a pris trois types de fibres nerveuses. On a des fibres nerveuses myélinisées de mammifères. Le deuxième type, c'est le fibre myélinisé de nerf sciatique de grenouille. Donc, le troisième type, c'est l'axon géante amyélinisé de calmar. Donc, on a mesuré les diamètres de ces fibres. On a pris des diamètres différents de chaque fibre, chaque catégorie de fibres, et on a mesuré la vitesse de propagation des flux nerveux dans chaque diamètre de chaque fibre. Donc, si on fait une analyse de ce tableau, on voit qu'il y a les variations de deux facteurs. Donc, où il y a l'effet de deux facteurs sur la propagation de vitesse de flux nerveux. On va commencer par le premier facteur. Pour le diamètre, on va choisir le premier type de fibre nerveux qui est les fibres myélinisées de mammifères. Donc, si vous observez le tableau, on voit que plus le diamètre augmente, plus la vitesse de propagation de flux nerveux augmente. Donc, on a dans la première expérience, donc on a mesuré les vitesses de flux nerveux pour un fibre de 10 micromètres. On voit que la vitesse de flux nerveux est de 60 mètres par seconde, alors que lorsqu'on a mesuré la vitesse pour un diamètre de fibre qui est de 20 micromètres, on voit que il y a un doublement de la vitesse. Donc, vous voyez, on a comme la valeur est doublée fois 2. Donc, on a une variation qui est considérable pour la vitesse de propagation de flux nerveux. Donc, c'est la même chose pour le fibre myélinisé de nerf sciatique de grenouille. Quand le diamètre augmente, on a l'augmentation de la vitesse de propagation de flux nerveux. Donc, passons maintenant à deuxième facteur qui agit sur la vitesse de propagation de flux nerveux, qui est la myélinisation des nerfs. Donc, si on compare l'axon géante amyélinisé de calmar avec celle de mammifères qui est myélinisée, on remarque que malgré le diamètre de fibres nerveuses myélinisées est de petite taille et on a un grand diamètre de fibres amyélinisées, donc on a un diamètre de 1 mm par rapport à diamètre de fibres myélinisées qui est 10 micromètres. Donc vous voyez qu'on a un grand diamètre de l'axon de calmar et on a un faible diamètre de fibres myélinisées de mammifères, mais malgré ça, la vitesse de propagation de flux nerveux chez cette fibre myélinisée est plus grande à celle de l'axon. Donc, on a pour le diamètre de 10 micromètres de fibre myélinisée, on a une vitesse de 60 mètres par seconde, alors que pour l'axon géant de amyélinisé, malgré le diamètre de 1 mm, mais on a seulement 33 mètres par seconde. Donc, comme vous voyez ici, il ajoute autre facteur qui est la myélinisation des fibres nerveuses. Donc, on va voir maintenant comment cette myélinisation ou cette myéline qui est sur les axons, comment elle a influence sur la propagation de flux nerveux. Donc maintenant, en se basant sur les figures suivantes, on va essayer de déduire la réponse des questions qu'on a déjà posées, c'est-à-dire pourquoi il y a une différence de vitesse de propagation du flux nerveux entre les fibres myélinisées et les fibres amyélinisées. Donc en commençant par la première figure, pour les fibres amyélinisées, donc comme vous voyez ici, donc la propagation de flux nerveux se propage d'une manière qui est continue.
Donc voilà les courants locaux. Donc ils se propagent par des courants locaux. Donc propagation qui est continue. Donc par conséquence, le temps qu'il va passer cette flux, il sera long. Donc elle va passer une longue temps pour se propager au long de la fibre nerveuse. Alors que pour les fibres qui sont myélinisées, donc comme vous voyez, il y a les myélines qui représentent comme un obstacle pour la propagation de flux nerveux. Donc par conséquent, cette flux nerveux, il va se sauter, comme vous voyez ici. Donc elle va se sauter d'une de ravie à l'autre. Donc elle va sauter d'une à l'autre. Donc par conséquent, la vitesse de propagation de cette flux, elle sera courte. Donc la propagation peut s'effectuer de deux manières, qu'on a déjà dit, soit par les courants locaux de proche en proche, continus, donc ils se propagent d'une manière continue. Donc c'est pour les fibres amyélinisées. Donc soit par des courants saltatoires, donc qui caractérisent les fibres myélinisées. Donc comme titre d'information, donc les courants locaux sont des courants électriques locaux dus à la dépolarisation de la membrane. Elle prend naissance entre les charges négatives et les charges positives. Donc lors de la dépolarisation, on a une inversion de la charge et comme ça, on a la naissance des courants locaux et se propage bien sûr au long de l'axon. Donc pour les courants saltatoires, c'est un courant électrique dû à la dépolarisation de la membrane uniquement au niveau des étanglements de Ranvier, étant donné que la myéline est un isolant électrique. Le courant se tend d'un étranglement de Ranvier au suivant. Ainsi, la vitesse de propagation des messages nerveux est très élevée. Donc, on a déjà dit. Donc, les myélines représentent comme une isolant électrique, c'est-à-dire donc comme un obstacle pour la propagation des flux nerveux. Donc, par conséquent, les flux nerveux, ils vont sauter d'une de ravie à l'autre. Et comme ça, on a la propagation de flux nerveux. Donc maintenant, on va passer au mécanisme de la transmission synaptique. Donc c'est quoi un synapse? Donc synapse désigne une zone de contact fonctionnel qui s'établit entre deux neurones ou entre un neurone et autre cellule, comme elle peut être une cellule musculaire, une cellule glandulaire, etc. Donc c'est-à-dire les points où se communiquent les cellules nerveuses. C'est comme vous voyez dans ce document qui représente un modèle microscopique ou ultrastructure des neurones entre eux. Donc on voit des différentes jonctions comme vous voyez ici. Donc il y a différentes jonctions entre les neurones. Donc voilà, on a des différentes jonctions entre les neurones. Donc ici on a donc voilà les synapses. Donc ici, on a le corps cellulaire. Donc, le corps cellulaire présente des ramifications, comme vous voyez. Il présente des ramifications soit sous forme dendrites, soit sous forme d'axons. Donc, les deux, soit les dendrites ou l'axon, se terminent par des grains synaptiques. Donc, maintenant, en se basant sur la morphologie, on peut distingue plusieurs types de synapses. Donc, on a premièrement le synapse axodendritique. Donc, comme vous voyez, c'est un synapse où s'établit la connexion ou la liaison entre un axon et les dendrites du corps cellulaire. Par exemple, voilà le corps cellulaire. Donc, voilà le dendrite de ce corps cellulaire. Donc, on a une relation ou une liaison entre l'axon d'un nerf et le dendrite de l'autre nerf ou de l'autre neuron plutôt. Donc, le deuxième type de synapse, on a le synapse oxosomatique. C'est là où s'établit la connexion entre un axon et cette fois-ci le corps cellulaire directement ou le soma. On parle de soma. Donc, on a une connexion ou on a une liaison entre un axon
et le soma ou le corps cellulaire. Le troisième type, c'est le synapse axonique. Donc, on a une liaison entre un axon et l'axon du deuxième neuron. Donc, on a l'axon d'un neuron qui se relie avec l'axon du deuxième neuron. Donc, on fait, il s'agit de premier classement de synapse qui est le synapse neuroneuronique. Donc, le synapse neuroneuronique, il englobe le synapse axodendritique, le synapse oxosomatique et le synapse oxonérétique. Donc, tous ces types de synapses, ils sont entrés dans le synapse neuroneuronique où s'établit la connexion entre un neuron et où s'établit la connexion entre deux neurones. Donc, pour la deuxième type de synapse qui est le neuron musculaire, cette fois-ci, on a une connexion, une liaison entre le cellule nerveuse ou le neuron et le fibre nerveuse et le fibre musculaire. Donc voilà, donc 1, il représente un axon, 2, il représente la jonction neuromusculaire, 3, il représente le fibre musculaire et 4, il représente les myofibrines. Donc la zone de jonction synaptique entre de l'axon d'un nerf moteur avec une fibre musculaire s'appelle plaque motrice. Donc on parle ici de plaque motrice où on a une jonction, une liaison entre la terminaison nerveuse et avec des fibres musculaires. Donc, elle s'appelle un plaque motrice. Donc, il s'agit du deuxième type de synapse qui est le neuron musculaire, qui établit la relation entre un neuron et une cellule musculaire qui est le fibre musculaire. Donc, maintenant, on va passer au troisième type de synapse qui est le neuron glandulaire. Donc, on a ici une relation ou une liaison entre un nerf et les cellules sécrétoires ou les cellules glandulaires en général. Donc, on peut avoir une liaison entre le neuron et les cellules glandulaires. Donc, ce neuron, en fait, elle va exciter les cellules de glande pour sécréter des enzymes d'isolement. Pour ce cas, on a la sécrétion des sueurs. En fait, il s'agit des cellules des glandes sudoripares. Donc, le neuron il va exciter ces glandes pour la sécrétion de la sueur. Donc, la sécrétion, ça dépend bien sûr du type de glande. Donc, dans le cas des glandes, une ramification d'axon est liée à une cellule sécrétrice. Donc, maintenant, on va classifier, on va distinguer entre les synapses de point de vue mécanisme. Donc, selon le mécanisme, cette fois-ci, c'est pas selon la morphologie. Donc, on a deux types de synapses. On a une synapse électrique et des synapses chimiques. Pour le synapse électrique, donc comme vous voyez, on a un passage direct du flux nerveux à un autre, des flux nerveux de cellule à une autre cellule. Donc par bien sûr les jonctions, comme vous voyez ici, par les jonctions membranaires, donc entre les deux cellules. Donc on a un flux nerveux qui passe directement par ces jonctions. Donc elle permet au potentiel d'action de passer directement de membrane à l'autre. Pour la deuxième type de synapse qui est une synapse chimique, donc c'est le cas de la plupart des synapses, donc elle permet le passage direct de flux nerveux vers des molécules chimiques qui sont les neurotransmetteurs. Donc nous allons un espace ici comme vous voyez, donc entre les deux cellules nerveuses. Donc on aura la transmission chimique comme vous voyez, donc on a une transmission chimique entre les deux neurones. Donc parce qu'on a un espace, donc la transmission aussi est chimique. Donc on parle d'un synapse qui est chimique. Donc on va passer maintenant à l'anatomie de synapse. Donc lorsqu'on excite le neuron N1, donc elle va exciter à son tour le neuron N2. Donc grâce bien sûr à la jonction qui est entre les deux neurones. Donc le N2, elle va exciter à son tour le neuron numéro 3. Donc bien sûr grâce à les synapses qui relient les neurones entre eux. Donc pour le neuron N1,
on l'appelle le neuron présynaptique. Donc, pour le neuron N1, on l'appelle le neuron présynaptique, c'est-à-dire le neuron qui se trouve avant le synapse. Donc, c'est lui qui fait la transmission de l'information. Pour N2, elle s'appelle le neuron postsynaptique parce que c'est lui qui reçoit l'information et est situé après le synapse ou la jonction synaptique. Donc, pour N3, en fait, ici, N2, elle va jouer deux rôles. Donc, elle va jouer le rôle de neuron postsynaptique ou le rôle de neuron présynaptique. Pourquoi? Parce qu'on a deux synapses. Donc, on a la première synapse qui est ici. Donc, pour ce synapse, le neuron N2 c'est un neuron postsynaptique. Et N1, c'est un neuron présynaptique. Mais pour cette synapse qui est située ici, le N2, c'est un neuron qui est présynaptique, donc parce qu'il est situé avant le synapse. Et N3, dans ce cas, c'est un neuron qui est postsynaptique parce qu'il est situé après le synapse. Donc, comme conclusion, pour une synapse donnée, un neuron avant la synapse, on l'appelle neuron présynaptique, et un neuron qui est situé après le synapse, on l'appelle neuron postsynaptique. On va passer maintenant au mécanisme de la transmission synaptique au niveau de synapse chimique. Donc, on a ici une image réelle au niveau de synapse. Donc, comme vous voyez, on a cette synapse qui est composée par le neuron A, on a le neuron B, et entre les deux, on a un fond synaptique, donc un espace entre les deux, qui caractérise bien sûr les synapses chimiques. Donc, dans le neuron A, comme vous voyez, vous voyez ici ces points noirs, donc sont en fait des vésicules. Donc, on va le voir, sont des vésicules qui sont remplies de neurotransmetteurs. Donc, voilà, donc au niveau, donc on a un schéma qui facilite un peu ou qui simplifie en fait ce qui est dans l'image réelle. Donc, voilà, donc au niveau de synapse, on a un neuron A qui est le neuron présynaptique et le neuron 2 qui est le neuron postsynaptique. Et entre les deux, on a un espace synaptique où on appelle fente synaptique. Donc, à l'intérieur de premier neuron ou à l'intérieur de neuron présynaptique, on fait des vésicules. Vous voyez ici, on a des vésicules. Donc, ces vésicules sont remplies par des neurotransmetteurs. Donc, le voilà. Donc, le voilà, les vésicules. Donc, sont remplies par des neurotransmetteurs. On a aussi des protéines. Donc, au niveau de membrane, on fait deux types de protéines qui nous intéressent dans ce cas. On a des protéines qui ont fixé aux membranes présynaptiques de neurones présynaptiques. Donc, ils ont fixé ici. Donc, voilà les protéines. Ces protéines vont jouer le rôle d'un canal CA2+. On a aussi d'autres protéines dans la membrane postsynaptique. On a des récepteurs spécifiques pour les neurotransmetteurs. Donc, sont des récepteurs spécifiques de neurotransmetteurs. Ils sont liés, bien sûr, à différents canaux. Donc, maintenant, on va voir le mécanisme chimique. Donc, le mécanisme, comment on a la transmission synaptique au niveau de synapses chimiques. Donc, premièrement, on a l'arrivée d'un flux nerveux. Donc, lorsqu'on a un flux nerveux qui arrive, on a premièrement, on a l'actif de ces canaux qui sont là, les canaux CA2+. Donc, lorsque on parle d'un flux nerveux potentiel d'action, lorsqu'on a l'arrivée de flux nerveux au niveau des canaux CA2+, on a l'ouverture de ces canaux et l'entrée des flux de CA2+, de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc, bien sûr, les ions qui ont entré à l'intérieur de neurones, ils vont activer ces vésicules, donc ils vont l'activer à se fixer à la membrane postsynaptique. Donc, on a en fait des protéines de fixation ici. Ils vont se fusionner avec les vésicules qui ont rempli de neurotransmetteurs.
Donc, lorsqu'ils sont activés par les ions Ca2+, ils vont se fixer, ces vésicules vont se fixer sur la surface sur la membrane en fait de neurones présynaptiques. Donc, par conséquence, on a la libération de neurotransmetteurs, comme vous voyez ici, la libération de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Donc, ces neurotransmetteurs, ils vont se fixer sur les récepteurs qui ont dans la membrane postsynaptique. Donc, après la fixation de ce récepteur, de ces neurotransmetteurs sur le récepteur, on aura la formation d'un complexe récepteur membranaire et neurotransmetteur. Lorsque ce complexe est formé, on aura l'ouverture des canaux selon les cas. Donc, on va le voir. Donc, on a une réponse selon le type de canaux qui s'ouvre. Donc, on va résumer tout ce qu'on a dit. Donc, premièrement, on a une dépolarisation de la membrane du bouton synaptique et de gain synaptique. Donc, deuxièmement, on a l'ouverture des canaux à Ca2+, voltage dépendant. Donc, ces canaux, on a dit que voltage dépendant, c'est-à-dire il dépend de voltage, il dépend de flux nerveux. Donc, ces Ca2+, on ne peut pas s'ouvrir sauf s'il y a un flux nerveux ou un potentiel d'action. Donc, on a l'ouverture des canaux Ca2+, voltage dépendant dans la membrane du bouton et par conséquent l'entrée de Ca2+, de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc, on a par la suite libération par exocytose, bien sûr le phénomène d'exocytose. Donc, on a libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Après, les neurotransmetteurs se fixent sur son récepteur, sur le neuron postsynaptique. Et enfin, on a la fixation de neurotransmetteurs, bien sûr, provoque, qu'on a dit, l'ouverture des canaux ioniques. On va voir, quel type de canaux ils vont s'ouvrir et par conséquent, quel type de réponse on aura. Donc, que provoque l'ouverture des canaux ioniques? Selon le type de neurotransmetteur et le type de récepteur sur lequel elle agit, donc on a deux cas. Soit dépolarisation de la membrane postsynaptique, soit hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Donc, si on a une hyperpolarisation, on parle de synapse excitatrice, donc de synapse est excitatrice lorsque on a une dépolarisation de la membrane postsynaptique. On va voir comment ça. Donc, si on a une hyperpolarisation de la membrane postsynaptique, on parle de synapse qui est inhibitrice. Donc, on a dit que la formation d'un complexe neuron et récepteur membranaire, elle va engendrer une réponse qui dépend de deux cas. Donc, voilà les deux cas. Soit on parle d'un cas où le neurotransmetteur est excitatrice, soit de la deuxième cas qui est le neuron inhibitrice. Donc, on va commencer par le premier cas. Pour le neurotransmetteur excitatrice qui est l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui est excitatrice. Donc, on va commencer par cette expérience qui montre bien sûr comment on a la réponse si on a un neurotransmetteur, l'acétylcholine. Donc, lorsque le flux nerveux arrive au niveau de synapse, donc on aura la libération d'un acétylcholine. Donc, on a déjà vu les étapes de transmission synaptique. Donc, on va résumer. Donc, lorsque le flux nerveux arrive, on aura la libération, bien sûr, de l'acétylcholine. Donc, cette acétylcholine, elle va se fixer sur le récepteur membranaire de neurones postsynaptiques. Donc, par conséquent, on va avoir l'ouverture des canaux Na+. Donc, par conséquent, l'entrée d'un flux de Na+, de milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire, de deuxième neuron. Donc, l'entrée de Na+, elle va engendrer la dépolarisation et par conséquent la naissance d'un potentiel d'action. Donc, dans ce cas, le deuxième neuron est
excitatrice. Donc on a cet cas, on le trouve dans la synapse excitatrice. Donc si on procède à la mesure de potentiel d'action au milieu, au niveau de neurones postsynaptiques, donc on va enregistrer cet enregistrement. Donc, comme vous voyez dans cet enregistrement, elle représente la potentielle postsynaptique excitateur sous l'abréviation de PPSE. Donc, cette potentielle représente l'enregistrement dans cette synapse excitatrice. Donc, c'est logique qu'on a une augmentation de DDP parce que, comme on a déjà vu de l'expérience de potentiel d'action, donc on a dans la dépolarisation, on a une augmentation de DDP, donc on l'a déjà vu. Donc, et dans la repolarisation, on a une diminution de DDP. Donc, c'est logique qu'on obtient cet enregistrement parce qu'on parle parce qu'on a une dépolarisation et une naissance d'un potentiel d'action. Donc, c'est le cas de synapse excitatrice. Pour le cas de synapse inhibitrice, on a l'intervenir de neurotransmetteurs inhibitrices qui est le GABA. Donc cette GABA, en fait, elle va inhiber le deuxième neuron. Donc ici, le premier neuron, elle va inhiber le deuxième neuron. Et donc, lorsque c'est la même chose, c'est la même étape qui se répète. Or, dans ce cas, inhibitrice, on aura l'inhibition, on n'aura pas la naissance d'un potentiel d'action. Donc, on va voir pourquoi. Donc, on a cette GABA, elle va sortir. On va voir la libération d'un GABA après un flux nerveux ou après une excitation efficace. Donc, on va avoir la libération de GABA qui va se fixer à son tour sur les récepteurs. Sur le récepteur qui se trouve sur la membrane postsynaptique. Donc, la fixation de cette GABA, elle va engendrer l'entrée, bien sûr, comme vous voyez, c'est l'entrée d'un flux de Cl-. Donc, on a déjà vu que, on déjà connaît qu'à l'extérieur de l'axon, on a des charges, donc elle est chargée positivement, donc on a des charges positives, et à l'intérieur, on a des charges négatives. Donc, lorsqu'on aura l'entrée de Cl- à l'intérieur de neuron, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on va obtenir une hyperpolarisation parce qu'on a déjà des charges négatives à l'intérieur de neuron et on a l'entrée de Cl-, puisqu'il est chargé négativement, donc elle aura, comme l'enregistrement montre, on aura une hyperpolarisation, donc une diminution de DDP, comme vous voyez. Donc, il s'agit d'un potentiel postsynaptique inhibiteur. C'est pourquoi, donc, on n'aura pas une naissance de potentiel d'action parce qu'on a une hyperpolarisation. Donc, c'est pourquoi on dit que cette synapse est inhibitrice parce qu'on trouve des neurotransmetteurs GABA qui vont inhiber donc la transmission de flux nerveux. Donc, ils vont inhiber le deuxième neuron et par conséquence, on aura l'inhibition. Donc, on n'aura pas la transmission de flux nerveux à un autre neuron. Donc, on va résumer maintenant tout ce qu'on a dit. Donc, pour le premier cas de synapse excitatrice, la membrane postsynaptique porte des récepteurs membranaires qui se comportent comme des canaux ioniques à Na+ chimiodépendants. Donc, elle dépend bien sûr de neurotransmetteur. Donc, une fois la molécule de neurotransmetteur glutamate, quel que soit glutamate ou quel que soit pour le glutamate ou acétylcholine, se fixe sur les récepteurs, ces dernières changent de configuration et s'ouvrent permettant aux ions Na+ de diffuser à l'intérieur de cellules postsynaptiques, ce qui crée une dépolarisation de la membrane postsynaptique. On parle de PPSE, potentiel postsynaptique excitatrice. Donc, c'est ça ce qu'on a dit. Donc, lorsque ces molécules, quel que soit pour le glutamate ou acétylcholine,
Lorsqu'il se fixe sur les récepteurs postsynaptiques, donc on aura un changement de configuration et ils vont s'ouvrir, donc permettant NA+ d'un flux de NA+ de passer à l'intérieur de neurones postsynaptiques, donc ce qui crée par conséquence une dépolarisation de la membrane. Donc, pour la deuxième cas qui est le synapse inhibitrice, le membrane postsynaptique porte des récepteurs membranaires cano-ioniques Cl-, chimiodépendants. Une fois la molécule de neuromédiateur se fixe sur ces récepteurs, ces dernières s'ouvrent permettant l'entrée des ions Cl-, dans le corps cellulaire postsynaptique, provoquant ainsi une hyperpolarisation de la membrane. On parle de PPSI, potentiel postsynaptique inhibiteur. Donc, c'est ce qu'on a déjà dit. Donc, lorsque le neurotransmetteur se fixe sur les récepteurs postsynaptiques, donc, qui est le GABA, donc, elle va engendrer l'ouverture de ces canaux Cl-, donc qui est chimiodépendant. Donc ces canaux Cl-, ils dépendent de récepteurs. Donc lorsqu'on a une fixation des neurotransmetteurs sur le récepteur, donc on aura par conséquence l'activation des canaux qui ont Cl- chimiodépendants. Donc lorsqu'ils sont actifs, donc ils s'ouvrent, permettant un courant de Cl- de s'entrer. Donc, ils vont par conséquence induire la hyperpolarisation de la membrane postsynaptique. Donc, et par conséquence, on a une inhibition de la flux nerveux. Donc, dans le système nerveux, certains neurones produisent le PPSE et d'autres produisent le PPSI, car la réponse à différents événements physiologiques, en fait, c'est le calcul de l'ensemble de potentiels inhibiteurs et l'ensemble des potentiels excitateurs. Donc, la réponse sera la somme algébrique de tous ces potentiels postsynaptiques. Donc, en passant en conclusion, donc la transmission synaptique est unidirectionnelle, c'est-à-dire elle passe à un neurone à l'autre selon une seule direction. Donc, les vésicules synaptiques ne se trouvent que dans le cytoplasme présynaptique et les récepteurs du neurone transmetteur ne se trouvent que sur la membrane postsynaptique. Donc, dans la fente synaptique, il existe des enzymes spécifiques qui hydrolysent les neuromédiateurs en les détachant des récepteurs spécifiques au cas de l'arrêt de la transmission synaptique. Donc, on fait le neurone postsynaptique. Il libère des enzymes qui dégradent le neurotransmetteur. Donc, le résultat, bien sûr, de cette dégradation ne sera pas perdu, mais elle sera réabsorbée par le neurone présynaptique donc pour qu'il puisse le réutiliser pour la fabrication, la synthèse du nouvel neuron transmetteur. Donc, c'est tout ça concernant la cours de communication nerveuse. Donc, j'espère qu'elle vous plaira. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.